L'affaire Benalla qui n'en finit pas, propos méprisants à l'égard des Français, premier remous dans la majorité. Le président de la République est décidément dans une mauvaise passe. 3 Français sur 5 pensent que son bilan est négatif. Après une légère diète médiatique, la présidente du Rassemblement national a lancé un nouvel élan dimanche à Fréjus dans le Var pour aborder la campagne des européennes. Madame, Monsieur, bonsoir. La galère se poursuit pour la rentrée d'Emmanuel Macron. Après un été particulièrement difficile, marqué par l'affaire Benalla et le départ de Nicolas Hulot, le président de la République ne parvient plus à sortir de sa spirale infernale. Thibaut Bastide. Rebondissement dans l'affaire Benalla, démission dans la majorité et provocation à l'égard des Français. Pas de doute, la rentrée d'Emmanuel Macron promet d'être aussi catastrophique que son été. Bénéficiant d'un important capital sympathie au début de son mandat, les temps ont bel et bien changé et les difficultés s'accumulent. En cause, une politique et un comportement qui déplaisent de plus en plus aux Français. En effet, l'été meurtrier a coûté très cher à Emmanuel Macron, qui tente tant bien que mal de maintenir le cap des réformes. Ainsi, quoi de mieux que les journées mondiales du patrimoine pour essayer de se refaire la cerise. À cette occasion, la start-up Élysée a lancé un site internet et une boutique éphémère dans la cour du palais présidentiel pour faire la promotion de produits dérivés estampillés Emmanuel Macron. Montres, stylos, mugs et autres t-shirts, le visage du président s'est décliné à toutes les sauces. Et le pire, c'est que le succès a été au rendez-vous. J'ai acheté déjà une tasse avec la photo du président, je vais prendre celle-là aussi. J'ai acheté plein de petites choses. Bon, je trouve ça très bien parce que ça permettra de faire connaître la République et puis aussi de rénover, de participer au patrimoine. On en trouve partout, il y en a dans tous les domaines. Moi j'étais à Londres la semaine dernière, il y en a à Buckingham Palace ou Kensington Palace. Pourquoi pas ici? Si vraiment c'est fait pour rénover l'Élysée, c'est plutôt une bonne chose. Au total, 7 320 produits ont été vendus en 3 jours en ligne et 347 000 € ont été récoltés. Si l'initiative est un succès, le président de la République a néanmoins réussi à placer sa petite phrase méprisante, devenue une habitude lorsqu'Emmanuel Macron s'adresse au bas peuple qui l'a pourtant élu. Interpellé par un homme au chômage alors qu'il faisait la promotion de la boutique à son effigie, Emmanuel Macron a tout bonnement répondu qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver un emploi. Pas forcément du meilleur goût lorsque l'on cherche à redorer son image. Et comme si cela ne suffisait pas, on saupoudre le tout avec une petite touche d'Alexandre Benalla, puisque outre la sécurité d'Emmanuel Macron qui l'assurait, l'ancien chargé de mission était également chargé d'assurer la mise en place de la boutique en ligne de l'Élysée. Le sort semble donc s'acharner sur Emmanuel Macron et les sondages le confirment. Selon les derniers baromètres, 3 Français sur 5 estiment que le bilan de son action est négatif. Et la défiance se fait sentir jusque dans les rangs de la majorité. Après avoir essuyé le départ du député Jean-Michel Clément en juillet dernier après la loi Asile et Immigration, les rangs de La République En Marche accusent une nouvelle perte en la personne de Frédéric Dumas, député des Hauts-de-Seine. Estimant être sur le Titanic, la productrice de cinéma a préféré quitter le navire suite à de profonds désaccords, notamment avec le ministre de la Culture Françoise Nyssen. Frédéric Dumas a par ailleurs déclaré qu'on avait clairement expliqué aux ministres qu'ils devraient mettre de côté leurs convictions et leurs idéaux, comprendre avaler des couleuvres s'il voulait rester au gouvernement. Des révélations qui font bien écho au départ de Nicolas Hulot. La start-up macronienne semble donc prendre l'eau de toutes parts à moins d'1 an des élections européennes. Le Rassemblement national fait sa rentrée dimanche à Fréjus dans le Var. Le parti de Marine Le Pen a lancé sa campagne pour les européennes sans toutefois donner d'indices sur les noms figurant en tête de liste. Olivier Frère-Jacques. Une rentrée classique pour le Rassemblement national. À Fréjus, fief de David Rachlin, Marine Le Pen a mis le cap sur les élections européennes de mai 2019. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la patronne du RN a choisi de faire un retour aux fondamentaux, fronde contre l'immigration, fronde contre le gouvernement et réaffirmation des racines chrétiennes de la France. L'électorat plus historique était satisfait. Emmanuel Macron, qui a défini les termes du débat avec l'opposition entre progressistes et nationalistes, a reçu un écho favorable en ce que ce clivage, renommé mondialiste contre patriote par Marine Le Pen, est une aubaine pour le RN. En effet, l'opposition exclut quasiment de facto Laurent Wauquiez et permet au parti patriote de s'ériger en seul adversaire du président. Surfer sur la vague de mécontentement face à Macron, c'est probablement la meilleure stratégie alors que le président et le gouvernement
sont dans le creux de la vague et ça, Marine Le Pen semble l'avoir compris. Emmanuel Macron n'incarne pas le début d'un cycle, mais la fin d'un cycle. De l'anti-Macron efficace qui plaît à l'électorat, ainsi qu'une fronde contre les vagues de clandestins, un classique qui semble indispensable au vu de la vague migratoire quasiment sans précédent que connaît l'Europe. Aucun de nos villages ne sera épargné, tant le réservoir pour ces migrations mondiales vers l'Europe est sans fin et sans limite. Avec nous, la France redeviendra maîtresse de ses frontières. Un discours presque inimaginable il y a 2 ans, exit les difficiles questions monétaires ou le Frexit. Le fameux virage identitaire semble désormais avoir pris. Mes amis, jamais dans l'histoire des hommes, nous n'avons vu de peuple qui organise ainsi volontairement la submersion irréversible de son territoire. Jamais nous n'avons vu une nation qui organise sciemment la ruine de ses comptes sociaux, planifie la remise en cause de sa culture et programme ainsi la disparition de son identité. Pour Marine Le Pen, comme souvent avant les élections, les Français sont face à un moment décisif, historique même. La tâche est immense, mais je veux vous appeler à l'espérance. La grande bataille des Européennes qui s'ouvre peut tout changer. À nous d'être au rendez-vous que l'histoire nous fixe. Historique et décisif électoralement, oui, mais politiquement moins, puisque même à finir en tête des européennes, le Rassemblement national ne pèsera pas plus, des perspectives incertaines. Quoi qu'il en soit, le discours a été bien reçu par les militants, avec le retour de thèmes parfois abandonnés lors de précédentes campagnes. Marine Le Pen n'a cependant pas indiqué qui mènerait la liste RN, parfois évoquée comme possible numéro 1. Hervé Juvin a été cité à 2 reprises dans le discours, l'occasion, une fois n'est pas coutume, de causer un peu écologie. Comme l'a rappelé Hervé Juvin dans son intervention de ce matin, et c'est toute la contradiction fondamentale de nos adversaires, le mondialisme est incompatible avec l'écologie, il est incompatible avec le juste équilibre du monde. Les pronostics vont bon train pour connaître les premiers noms de la liste, et si Hervé Juvin pourrait être une surprise, il est finalement peu connu du grand public, ce qui pourrait faire pencher la balance du côté de Louis Alliot, plus connu mais qui donnerait toujours un peu plus de crédit à ceux qui critiquent le côté familial du parti. Reste toujours la possibilité d'une surprise du chef. Le principal enseignement de ce rendez-vous est probablement l'abandon de la ligne ultra-souverainiste pour une ligne qui pourrait être qualifiée d'alter-européenne. À l'image des soldats de l'an 2, ces va-nu-pieds marchant sur le monde ébloui, notre armée est pauvre matériellement, mais riche humainement, portée par un idéal de justice, portée par l'amour du pays et la fraternité qui nous lie indéfectiblement au peuple d'Europe. Mes amis, l'histoire nous appelle, nous lui répondons, on arrive, vive l'Europe, la vraie, et vive la France! Une rentrée qui donne donc les grandes lignes de la campagne européenne dans un contexte particulièrement délicat pour le Rassemblement national, alors que le parti supprime un tiers de ses permanences locales pour des raisons financières, victime du fameux système. Le mouvement bénéficie en tout cas de sondages plus que flatteurs après la déconvenue du second tour de l'élection présidentielle. Reste qu'il sera délicat d'atteindre les 25% de 2014 qui avait permis au mouvement d'arriver en tête du scrutin européen en France. Le verdict de l'affaire Méric est tombé vendredi soir après 9 heures de délibéré. Au terme d'un procès très politique, la Cour d'assises de Paris a condamné Esteban Morillo, auteur des coups portés à Clément Méric, à 11 ans de prison ferme et Samuel Dufour à 7 ans de prison ferme. Seul Alexandre Hérault, à l'origine d'aucun coup, a été acquitté. Des condamnations jugées très lourdes, mettant un terme à un procès aux colorations fortement politiques. La justice pour l'exemple n'est jamais exemplaire. La formule de l'ancien avocat du Parti communiste français, Régis de Castelnau, fait référence aux condamnations de 11 et 7 ans de prison ferme, très lourdes, pour ne pas dire iniques, prononcées au terme du procès des accusés dans l'affaire Méric. Une affaire cousue de drames de bout en bout. En effet, le 5 juin 2013, en marge d'une vente privée de vêtements Fred Perry, 2 groupes de jeunes, l'un qualifié de skinhead, l'autre d'extrême gauche, se sont affrontés dans une bagarre de rue. Clément Méric, un des militants antifascistes assumés, reçoit vraisemblablement plusieurs coups.
tombant au sol après que sa tête a heurté un poteau. Il succombera quelques heures plus tard. À l'époque des faits, l'instrumentalisation politique n'avait pas tardé. Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, s'était même fait un plaisir de monter à la tribune du Palais Bourbon pour alerter sur le péril de l'extrême droite. 5 ans plus tard, le procès aura fait les mêmes frais de la coloration politique. Au fil des 9 jours de débat à la cour d'assises, la présidente Xavière Simeoni n'a eu de cesse de saupoudrer le procès d'idéologie. Pour Régis de Castelnau, c'est du jamais vu. Madame Simeoni a été juge d'instruction et n'a pas laissé un très grand souvenir à ceux qui ont eu l'occasion de la pratiquer. Elle ne s'est pas non plus signalée par des prises d'opposition antérieures, syndicales ou autres. Et là, donc, tout le monde a été un peu surpris de constater une certaine partialité. Sinon, une partialité certaine. Le moment le plus net, ça a été quand elle a interrompu l'avocat de l'accusé Hérault, qui a été par la suite acquitté, en lui disant, il est en train de critiquer les positions de la partie civile qui avaient été exprimées par leur avocate, en lui disant, vous n'êtes pas ici pour faire un réquisitoire contre la partie civile, mais pour défendre votre client. Ce qui est, si vous voulez, stupéfiant. Et je n'ai jamais vu une interruption, surtout de cette nature, de quelqu'un qui dit « Écoutez, maître, vous devez dire ça ». Il faut savoir que dans un procès d'assises, toute l'instruction est refaite à la barre sous la direction du président. Donc, il est arbitre, il doit faire preuve de la plus totale impartialité. Tous les observateurs, tous les gens qui ont assisté à ces audiences auront été très surpris de voir à quel point cette conduite était partiale. Une conduite partiale qui a donc pu influencer les jurés. Ainsi, même si plusieurs témoins au cours de l'audition, notamment les vigiles de la vente privée, ont estimé que les provocations étaient venues de la bande de Méric, un procès-verbal faisant même apparaître que, selon l'un des témoins, je cite, « Méric était le plus véhément dans les provocations », la légitime défense n'a pas été reconnue pour les accusés. De même, alors que la présence d'un point américain a été évoquée à plusieurs reprises, ni les experts légistes ni les témoins visuels n'ont pu l'affirmer de manière irréfutable, un doute qui devrait normalement profiter aux accusés. La preuve doit être rapportée, s'il y a doute, il doit profiter à l'accusé. Mais là, elle aurait dû être écartée, cette présence de l'arme, non pas parce qu'elle n'était pas là, mais parce qu'on ne pouvait pas rapporter la preuve. Mais dans cette affaire, je veux dire, il y a beaucoup de libertés qui ont été prises avec un certain nombre de principes. C'est pour ça que, si vous voulez, elle a choqué. Et quand vous lisez la presse, la grande presse, le Monde, le journal Le Monde était très gêné. Donc, je crois que le titre, c'était des peines très lourdes et des zones d'ombre. Tout est dit là. 2 circonstances aggravantes, à savoir les violences en réunion et l'utilisation d'armes, en l'espèce un point américain, ont donc été retenues, et ce malgré les nombreuses zones d'ombre. Aujourd'hui, à l'issue de cette audience, il n'y a aucune certitude en ce qui concerne, bien au contraire d'ailleurs, l'usage d'un coup de poing américain. Ni les experts, les nombreux experts sont venus le dire, ils n'ont pas bien sûr exclu, mais ils sont venus le dire. Et par voie de conséquence, sur ce terrain-là, s'il y a un doute, en tous les cas, il doit bénéficier à l'accusé. Et donc 12 ans de réclusion criminelle pour une bagarre à point nu, même si elle se termine tragiquement, ce que je ne conteste bien sûr pas, me paraît particulièrement excessif. Pour Régis de Castelnau, les réquisitions, comme les condamnations finales, ont été très lourdes. Concernant les réquisitions, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est leur politisation et les raisonnements bizarres pour réussir à impliquer les 2 autres accusés avec Morillo. Ensuite, la lourdeur des réquisitions, elle est quand même assez impressionnante pour une affaire comme celle-là. Je donne souvent celle de Jawad Ben Daoud, vous savez, le logeur, qui pour avoir massacré son meilleur ami à coup de hachoir à viande a écopé de 8 ans. Je donnerai aussi une autre affaire, vous savez, celle de ce malheureux Chinois qui avait été l'objet d'une attaque pour lui dérober son argent, d'une attaque raciste, et qui avait été massacré à coups de poing, de pied, etc., et qui était mort. On peut faire la liste et faire le tour de France des affaires de bagarre comme ça, mais ayant eu des conséquences tragiques, ça arrive. Mais la peine infligée à Esteban, c'est presque le double. J'ai aucune sympathie particulière politique pour les groupes auxquels appartenait Esteban Morillo, mais enfin, c'est pas juste. C'est une injustice, cette peine. Une injustice qui pourra peut-être être corrigée lors d'un second procès, puisque les accusés ont interjeté appel. Un second procès qui n'aura pas lieu avant 1 ou 2 ans.
Le coût de la vie explose pour les étudiants alors que les retraités sont souvent plaints pour leur contribution à la CSG. Les jeunes étudiants aussi portent leur croix avec le quinquennat Macron. Olivier Frère-Jacques. Logement, transport, nouvelles contributions, les étudiants ne sont pas épargnés par l'augmentation du coût de la vie, une augmentation qui serait même de plus d'1,3 point selon le syndicat d'extrême gauche UNEF. Nouveauté cette année, les étudiants sont à présent rattachés au régime général de la sécurité sociale. Exit donc les 217 € de cotisation payés par les non-boursiers. En revanche, 2018 est l'année de l'arrivée d'une nouvelle cotisation, la CVEC, la contribution vie étudiante et de campus, soit une somme de 90 € qui touche même les étudiants non boursiers de moins de 20 ans, jusqu'à présent exonérés de ce type de cotisation. Les recettes de cette cotisation seront versées aux Crous et aux établissements d'enseignement supérieur pour améliorer l'accompagnement social, l'accès aux soins et les projets associatifs. En somme, 90 € dont la majorité des étudiants ne verra pas la couleur. À cette petite cotisation bonus s'ajoute l'augmentation du prix des loyers dans les villes à forte population étudiante, avec des pointes proches de 3 % à Lyon et 5 à Nanterre. Côté transport, les grandes villes augmentent massivement leurs tarifs. Pour des agglomérations comme Nantes, Toulouse et Lyon, la rentrée 2018 aura vu augmenter les transports, les loyers et l'arrivée de la cotisation CVEC. S'agissant des frais de restauration, l'augmentation globale serait de près de 4 %. Pour l'exercice 2018-2019, la rentrée coûtera en moyenne 10 € de plus par mois et par étudiant. Et après avoir perçu toutes les aides existantes, à savoir les APL et les bourses notamment, un étudiant devra en moyenne débourser 837 € par mois, soit 10 € de plus que pour l'année dernière. Problème, le système d'études supérieures français ne s'est jamais adapté à la contrainte du travail étudiant. Et les étudiants qui travaillent sont donc bien souvent pénalisés. Face au risque de précarisation accrue des étudiants, peu de voix s'élèvent. Les syndicats qui ont pignon sur rue comme l'UNEF ne sont pas d'une grande aide pour les élèves de facultés et autres études supérieures. Obsédés par des combats hors sol, féminisme, antiracisme et autres délires genrés, le syndicalisme étudiant, à l'image du socialisme politique, ne défend plus vraiment des hommes et des travailleurs, mais des minorités et des idées. Les étudiants, eux, payent les pots cassés. Et à présent, c'est le moment de repartir avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Anne Hidalgo, plus seule que jamais, le maire de Paris vient de perdre son premier adjoint Bruno Juillard, petite étoile montante du Parti socialiste âgé de 38 ans. Ce dernier s'était pourtant vu proposer la place de directeur de campagne pour la candidature Hidalgo à la mairie pour 2020. Peur de prendre une fessée ou des accords plus profonds, Bruno Juillard, ex-président du syndicat étudiant d'extrême gauche UNEF, évoque pour sa part des désaccords depuis plusieurs mois avec l'édile de la capitale et parle même de l'inconstance du maire de Paris et d'une gestion inefficace et solitaire. Reste à voir si Bruno Juillard ralliera la candidature En Marche pour les prochaines municipales. Anne Hidalgo, elle, semble plus que jamais isolée. Succès pour les journées du patrimoine. Samedi et dimanche, près de 12 millions de personnes ont visité l'un des 16 000 monuments ouverts au public pour l'occasion. Une fréquentation similaire à celle des 5 précédentes éditions selon un bilan du ministère de la Culture. Parmi les lieux qui ont rencontré un véritable succès, on retrouve la Banque de France, le Palais Royal, le Sénat et comme chaque année, l'Élysée qui a attiré 20 000 visiteurs. L'édition 2018 a également été marquée par le tirage spécial du loto dont les bénéfices doivent être consacrés à la restauration d'édifices désignés comme patrimoine en péril. 2,5 millions de joueurs y ont participé. Un braquage tourne mal pour les braqueurs. Samedi soir, dans le 15e arrondissement de Marseille, 2 individus ont tenté de faire main basse sur les fonds de caisse d'un supermarché. Lors de leur fuite, les braqueurs ont été passés à tabac par une 50aine de personnes qui se trouvaient dans les alentours. Pour se libérer, les braqueurs ont tiré des coups de feu, faisant 4 blessés légers. Finalement, c'est l'un des protagonistes qui a été le plus sérieusement touché car il s'est fait rouler dessus par un complice qui a réussi à prendre la fuite. Samedi, le butin était encore introuvable, mais une grande partie s'est volatilisée dans les poches des riverains. Un État américain fait disparaître Hillary Clinton de ses livres d'histoire. Souhaitant alléger son programme, l'Académie du Texas a jugé que l'ex-candidate à la présidentielle des États-Unis n'était pas essentielle à l'enseignement. En revanche, le Texas Board of Education a demandé à ce que Moïse vienne remplacer le philosophe Thomas Hobbes à cause de son influence sur la politique américaine. La décision finale devra être votée en novembre prochain.
Pluie de records en athlétisme. Dimanche à Talence en Gironde, le Français Kevin Mayer est devenu recordman du monde de décathlon en pulvérisant le précédent record détenu par l'Américain Ashton Eaton. À l'issue des 10 épreuves de la compétition, l'athlète français a passé la barre des 9100 points, une première dans cette discipline. Il a également battu au passage 3 de ses records personnels sur 100 mètres, à la longueur et au javelot. Un peu plus tôt dans la journée, le Kényan Eliud Kipchoge a également battu un autre record, celui du marathon. À Berlin, le maître de la discipline a parcouru les 42 km en 2 heures, 1 minute et 39 secondes. Le précédent record avait été établi sur le même parcours berlinois en 2014 par un autre Kényan, Denis Kimeto, en 2 heures, 2 minutes et 57 secondes. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce journal. Dans un instant, notre Zoom du jour. Bernard Anthony, président de l'Agrif, alerte sur la progression de l'islam radical à travers les vagues migratoires. Il annonce aussi une manifestation le 29 septembre à la Mutualité à Paris. L'Agrif remporte des procès puisque nous avons fait dans notre dernier conseil d'administration un bilan sur 200 actions et quelques-unes de plus intentées dans l'histoire de l'Agrif. Nous avons quand même remporté 40 décisions. Donc cela vaut le coup de continuer, sans compter que l'action de l'Agrif s'exerce en d'autres domaines, action intellectuelle, action de critique de la loi soi-disant antiraciste, action de réflexion sur les différents modes de racisme aujourd'hui. Donc les responsables de l'Agrif ont pu tirer un bilan positif, et c'est ce bilan que nous allons un peu célébrer dans 15 jours maintenant au Palais de la Mutualité. Ce soir, vous avez également rendez-vous avec Politique Éco. Olivier Pichon reçoit le colonel de l'armée de l'air, Jérôme Anrès, pour évoquer la colonisation du Bénin ainsi que l'antiracisme. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et c'est à présent le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Le hasard faisant toujours bien les choses, je recroise à Campagnol, hier ou avant-hier, l'ancien gendarme qui m'avait parlé de l'affaire Benalla du point de vue des forces de police. Vous savez, c'est-à-dire qu'il était furieux de voir que le président adoubait en quelque sorte le profil même du genre de type que lui, gendarme, se disait obligé de se farcir dans son service depuis 30 ans et qui plus est pour doubler la hiérarchie militaire et policière d'une garde qui ne dépend que de la présidence, ce qui est parfaitement illégal. Déjà, il me fait observer que quand un président se méfie dès son arrivée des forces qui sont censées le défendre et défendre le pays, il y a quand même comme un malaise. On n'est plus dans la politique, on est dans l'histoire de l'Empire romain. Mais surtout, mon ami gendarme, là, quand même très énervé ce jour-là, m'aborde en me disant « J'avais bien prévu comment il allait se comporter ce Benalla et ça n'a pas raté ». Pourquoi tu n'en reparles pas dans ta chronique, me dit-il. Alors je lui explique que mon sujet ordinaire, à moi, c'est quand même plutôt la vie des gens d'ici, des gens d'en bas, dans les rapports qu'elle entretient avec la vie des grands, parce qu'on trouve toujours des correspondances. Ah ben, si tu veux des correspondances, je vais t'en donner, me dit-il. Moi, quand je voyais des mecs comme ça, des jeunes de 24 ans arriver au dépôt à Toulon comme témoins assistés pour une affaire louche, mais de niveau supérieur, avec un 4x4 Mercedes ou une Porsche Cayenne, eh ben, le gars m'a toujours fait comprendre qu'il avait des amis tellement haut placés que je jouais ma carrière. Et je ne sais pas si tu vois les correspondances, là, mais c'est gros comme une maison. Benalla menace les mecs depuis le début. Ensuite, il me répondait, mon caïd toulonnais, là, qui n'avait jamais rien à me dire, et que c'était son avocat qui serait mon interlocuteur. Ensuite, il te disait systématiquement que toi et ton équipe, vous étiez des personnages sans importance, des demi-soldes, avec qui il ne traitait pas. Il faut dire que le mec auquel je pense, l'un des derniers auxquels j'ai eu affaire, servait de chauffeur, d'homme à tout faire, de concierge entremetteur à des princes du Moyen-Orient. Il était VTC, mais à un assez haut niveau. Il se faisait 1000 € de pourboire presque à chaque course, me disait-il.
Alors il me disait aussi carrément nous ne jouions pas, lui et moi, dans la même cour. Et je me souviens même qu'un jour j'ai répondu, arrête, si tu te fais 1000 € de pourboire, c'est que tu es dans la cour des larbins. Et tu sais quoi? Eh bien, il exige que ce que je venais de dire, il a exigé que ce que je venais de dire soit consigné au procès verbal, comme quoi je lui aurais manqué de respect. Alors que tu sais ce qu'il venait de nous dire à moi, à toute notre équipe depuis 1 heure, que je n'ai aucun respect pour vous, vous n'êtes que de petites personnes, texto. Et c'est le même mec qui te dit que tu lui manques de respect. Tu vois l'anomalie. Bon, passons, me dit-il, si tu veux faire une chronique en disant les choses tout en ayant l'air de ne pas les dire, tu n'as qu'à raconter que quand j'ai été en activité, c'était déjà très dur de voir que la justice était systématiquement de leur côté. Tu n'as qu'à inventer une situation où quand on place les scellés sur un appart à 9 h du soir, on ne laisse pas de planton en attendant le lendemain, donc c'est illégal. Ou donc pendant la nuit, on fait arracher un coffre-fort. J'ai pas dit le contenu, j'ai dit le coffre lui-même, parce qu'il y avait probablement sur les parois quelque chose de détectable par les chiens policiers. Mais le parquet n'enquête pas là-dessus. Ensuite, normalement, quand on n'a pas les clés, on enfonce la porte, mais là non. Ensuite, pendant que toi et ton équipe, tu rentres dépité le même soir, le gars, lui, il va à la fourrière pour récupérer son Porsche Cayenne avec un ami de la préfecture, là, tu hallucines. Enfin, quand les flics te demandent à voir la fiancée du type parce qu'ils voudraient l'entendre, on te dit qu'elle est à l'étranger alors que c'est pas vrai, son téléphone est sous balise française. Et quand on l'a située, elle dit qu'elle viendra pas. Attends, je lui dis, tu me parles là encore de la fameuse affaire Benalla, tu parles pas d'un incident au palais de justice de Toulon. Mais puisque je te dis que c'est la même chose, me répond-il, c'est ça justement qui m'horripile. Avec cette affaire Benalla, on a la copie conforme de ce qui nous est arrivé depuis 30 ans. Les messages subliminaux que l'autorité politique envoie aux magistrats pour leur dire de pas aller trop loin, le type qui dit je viendrai pas, et puis qui vient quand même en te disant qu'il te respecte pas, et puis la suite en queue de poisson, parce que ça va finir par un vice de forme quelconque ou un truc comme ça. Et puis l'impression que le pouvoir politique se fout de ta gueule, parce que tous ces jeunes énarques, tous ces stagiaires de préfecture à longueur de réunions depuis l'âge de 25 ans font des vannes sur le dos des forces de l'ordre. Donc dans cette histoire, le président va avoir fort à faire, parce que lorsqu'il croira l'affaire enterrée, mon ancienne hiérarchie, crois-moi, va lui ressortir des trucs toutes les semaines, parce qu'on les a, les trucs. Eh bien nous, nous sommes impatients de les connaître, ces trucs. En attendant, vous voyez, il aurait pu faire cette chronique à ma place. Envoyez-la à vos amis, merci.